On observe dans les conduites humaines des régularités, des noyaux cohérents de pensée, d'émotions et de comportements qui manifestent une relative stabilité temporelle et situationnelle. Les psychologues appellent cela la personnalité. Il existerait des génies doués d'une intelligence supranormale, des êtres capables de comprendre les intrications complexes structurant notre architecture mentale et notre personnalité, mais nous n'en avons pas trouvé. À la place, nous vous proposons l'agent neuroneureux, qui est presque psychiatre, pour nous parler de la personnalité de Harry Potter. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous auriez pu frapper avant d'entrer comme ça? Veuillez nous excuser, monsieur, mais les spectateurs s'interrogent. Parlez-nous un peu de la personnalité de Harry. C'est pas facile comme ça, à brûle pour point là, Oui, mais essayez tout de même, on verra bien. Mon opinion n'est pas la seule valable, je peux me tromper. Tenez-vous, si vous étiez psychologue, qu'est-ce que vous diriez de la personnalité de Harry Potter? Hein? Pas si facile, hein? Oui, mais enfin, je ne suis pas psychiatre. Arrêtez vos chichis et dites-nous quelque chose à la fin. Bon, ok. Mais reprenons depuis le début. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, il est important de savoir ce que l'on recherche quand on veut investiguer la personnalité de quelqu'un. Si l'on veut se faire un portrait assez général de la personnalité de Harry, dans ce cas-là, l'utilisation du modèle aux 5 facteurs peut être assez utile. C'est un modèle dont j'ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous propose de faire un petit rappel. Le modèle aux 5 facteurs est utilisé en psychologie clinique, mais également en recherche. Il postule que la personnalité est structurée autour de 5 grandes dimensions, qui sont l'ouverture, la conscienciosité, le caractère extraverti, le caractère agréable et la nervosité ou neuroticisme en termes techniques. Pour évaluer les individus sur chacune de ces dimensions, il existe plusieurs questionnaires, mais dans tous les cas, il faut faire passer un questionnaire et il faut que la personne qui réponde de façon sincère. Si elle ment, on ne pourra pas vraiment le savoir. Il existe des questionnaires qui se prémunissent contre le mensonge, mais ça n'est pas le cas de celui-ci. Alors bien évidemment, je n'ai pas pu demander à Harry de s'évaluer lui-même sur ces questionnaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à 5 personnes qui connaissaient bien l'œuvre de répondre comme s'ils étaient Harry, avec les connaissances qu'ils ont du personnage. Je précise quand même que j'ai moi-même fait partie de ce fameux jury parce que j'ai lu plusieurs fois chacun des livres et je connais assez bien l'œuvre. J'ai ensuite compilé tous les résultats et voilà. Voilà les dimensions. Merci. Au revoir. C'est pas un peu rapide là? Y a pas moyen d'approfondir un peu quand même? Non. Allez, monsieur neuroneureux, un petit effort s'il vous plaît. Bon, ok. C'est vrai que j'ai été un peu rapide. Bah oui. Décrire la personnalité de quelqu'un ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir interpréter les résultats. Et là, j'avoue que j'ai pas dit grand-chose. Donc, reprenons tout ça avec un petit schéma. Ici, chaque dimension est représentée par un trait vertical. En haut du trait, cela signifie que le niveau de cette dimension est élevé, et en bas, que le niveau de la dimension est faible. Le niveau minimum est 1, et le niveau maximum 5. La première dimension dont je vais parler est l'extraversion. Elle décrit la propension d'un individu à réagir fortement aux stimulus agréables. Par exemple, les jumeaux Weasley ont probablement un niveau élevé d'extraversion, et ils se retrouveront donc placés tout en haut pour cette dimension. Lupin, à l'inverse, est un personnage qui s'exprime peu, qui réagit peu quand il vit des choses positives. Il a donc un niveau d'extraversion assez faible. On dit qu'il est introverti. Il sera donc placé en bas de l'échelle, à 1 sur 5. Vous comprenez le principe? Chacun d'entre nous est à un endroit sur chacune des dimensions. Certains très hauts, d'autres très bas, d'autres au milieu. Ensuite vient l'agréabilité, qui décrit la tendance d'un individu à la coopération. Dobby, par exemple, est un personnage très agréable, au sens du modèle aux 5 facteurs, car il est très altruiste, il coopère, et il est préoccupé par le bien-être des autres. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables, alors? Non, en effet. Oh, j'ai très mal d'avoir dit ça. Souvent, les personnes avec des niveaux élevés d'agréabilité ont du mal à exprimer aux autres leurs désaccords et à entrer en conflit. Et c'est d'ailleurs ce qui lui arrive un peu au début de la saga, où il a beaucoup de remords à désobéir à ses maîtres, même s'il est convaincu qu'il doit le faire. Créature, à l'inverse, est peu agréable. Il obéit aux ordres puisqu'il y est obligé, mais montre ostensiblement que cela ne lui convient pas.
Sale gamin, d'une arrogance peu commune. Je suis désolé. Il n'a jamais été très agréable. La conscienciosité renvoie aux capacités d'organisation d'un individu et à sa persévérance pour parvenir au but qu'il s'est fixé. Imaginons que nous devions évaluer le niveau de conscienciosité d'Hermione. Que diriez-vous ? Hermione est une bonne élève, hyper organisée. Elle est capable de beaucoup de travail pour parvenir à ce fin et est soucieuse des détails. C'est Leviosa, et pas Leviosa. Son niveau de conscienciosité est très élevé. Représentons-nous maintenant le niveau de conscienciosité de Ron. Wingardium Leviosa. Eh ben ouais, il est beaucoup plus bas. Ron est peu rigoureux. Il est souvent désorganisé et il a du mal à terminer ce qu'il commence. Ok, mais à quoi ça sert d'évaluer les différences entre Hermione et Ron? Ben, à plein de trucs. Par exemple, pour la conscienciosité, il est assez bien montré que le fait d'avoir une haute conscienciosité augmente notre rentabilité au travail. Mais ça veut dire que avoir un niveau de conscienciosité bas est plutôt un défaut, quoi. Eh bien pas forcément. En fait, le fait d'avoir un haut niveau de conscienciosité augmente aussi, en général, notre tendance à la soumission à l'autorité. Ça veut dire qu'elles ont plus tendance à obéir aux ordres, même quand ces ordres sont un peu bêtes, un peu absurdes. C'est bon pour toi ? Je crois que j'ai compris. Ok, alors reprenons. Passons aux deux dernières dimensions. Le neuroticisme décrit la réactivité aux stimulus négatifs et la persistance des émotions négatives chez quelqu'un. Peter Pettigrew, par exemple, queue de verre, a un neuroticisme élevé. Il a souvent peur et manifeste à plusieurs reprises de la colère, de l'angoisse. Tandis que Dumbledore, lui, a un neuroticisme très faible. Il reste calme en toute situation, même les pires. Je n'ai pas l'intention d'aller à Azkaban. C'en est assez. Emmenez-le. Enfin, la dernière dimension est l'ouverture. Elle décrit la tolérance à la nouveauté. Les gens très ouverts sont curieux, rêveurs, sensibles à l'art et à la beauté. Luna Lovegood, par exemple, est un personnage très ouvert. Elle peut être placée en haut. A l'inverse, Malfoy est assez fermé dans ses idées. Il est peu rêveur. Il sera donc probablement en bas, à droite. Ok, c'est bien beau, mais c'est quoi la personnalité de Harry, du coup? Eh bien, pour répondre à votre question, sans entrer trop dans les détails, je vous propose de regarder le profil général de la personnalité de Harry. Regardez-moi ça, et dites-moi ce que vous en pensez. Il semble que globalement, sa personnalité soit assez plate, autour de la moyenne. Maintenant, je vous propose de comparer l'évaluation de Harry par rapport à une évaluation faite en population française en 2008, sur des étudiants. Regardons les notes obtenues en moyenne par l'ensemble des étudiants. Je précise tout de suite que je ne m'attendais pas à un tel résultat. On peut quand même dire que les deux courbes sont très similaires, non ? Si l'on en croit cette comparaison, il semble que le personnage de Harry corresponde presque totalement au profil moyen retrouvé dans la population étudiante en France. On peut faire la remarque que cette personnalité paraît assez peu réaliste pour ce qui est du personnage de Harry, car celui-ci n'a clairement pas eu l'enfance de l'individu moyen. Il paraît assez invraisemblable d'observer une personnalité aussi typique chez un jeune homme qui a assisté au meurtre de ses deux parents alors qu'il n'était qu'un enfant et qui a par la suite été maltraité jusqu'à ses 13 ans par sa famille d'accueil. Mais bon, après tout, nous sommes dans un roman. Qu'en penses-tu, Harry ? Je trouve ça merveilleux. À ce point-là ? Enfin bon, content que ça te plaise. Voilà pour cette analyse de la personnalité de Harry. Pour résumer, il semble que la personnalité de Harry Potter soit particulièrement lisse et qu'elle corresponde totalement au standard étudiant à peu près du même âge. C'est un procédé qui est très fréquemment utilisé dans des romans ou dans des films. Par exemple, Luke Skywalker dans les 3 premiers épisodes de Star Wars. Frodon également dans Le Seigneur des Anneaux. Mais aussi, on pourrait citer Eragon. Alors, il y aurait bien d'autres choses à dire sur la personnalité de Harry. Pourquoi a-t-il été pris à Gryffondor et pas à Serpentard ? Pourquoi son patronus est-il un cerf ? Pourquoi tombe-t-il amoureux de Ginny et pas de Hermione ? Mais le modèle aux 5 facteurs est un modèle assez général qui ne permet pas de répondre à toutes les questions. Néanmoins, si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je pourrais faire des vidéos ultérieures sur ce sujet, ou alors parler d'autres personnages. D'ailleurs, je reparlerai bientôt de la saga Harry Potter. Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je veux vous montrer un dernier profil. Regardez ce caractère consciencieux pour mettre ses plans à exécution.
et cette agréabilité extrêmement faible, un personnage antipathique au possible. Vous voyez qui ça peut être? En tout cas, moi, je vous en parlerai, même s'il paraît qu'il ne faut pas prononcer son nom.